Vous écoutez le supplément de Tech Café, votre podcast sur les nouvelles technologies. C'est le supplément de l'épisode hebdomadaire du 13 juin 2023. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de crypto-monnaie et de blockchain. Ne mentez pas, je sais que ça vous manquait. L'actualité nous rattrape. Binance et Coinbase sont la cible des régulateurs aux États-Unis. Alors certains diront « Ouais, la fête est finie », d'autres parleront d'une régulation bienvenue. Peut-être d'ailleurs qu'ils diront même les deux d'ailleurs. On va en parler ensemble et on va parler aussi encore un peu d'intelligence artificielle, pas trop, hein, c'est promis, de matériel, aussi de direction de l'espace, mais aussi comment l'Inde pourrait être un nouveau levier de développement pour Apple. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve l'éternel responsable du conducteur, je vais y arriver, de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien, effectivement, du conducteur, du contenu, du conteneur, finalement, c'est pas mal. Hein. Et oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler, effectivement. On rappelle à nos aimables auditeurs que Tech Café, c'est un podcast qui est dispo gratuitement pour toutes et pour tous. Et si jamais le format vous convient pour vous tenir au courant de l'actualité, de par sa régularité, de par le fait que c'est un format audio que vous pouvez consulter pendant que vous faites autre chose à faible ressources intellectuelles nécessaires, ça vous permet de vous plonger un peu comme ça dans l'info de fond avec une forme qui, on l'espère, est la plus agréable possible à écouter. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous allez peut-être pouvoir nous aider à faire durer le plus longtemps possible ce podcast en nous rémunérant à la hauteur de quelques euros par mois, en fonction évidemment de vos possibilités. Et puis vous pouvez en plus suspendre à tout moment votre soutien. C'est un soutien en plus qui permet à toutes celles qui franchissent le pas de bénéficier d'un flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. C'est finalement une démarche, je pense, assez vertueuse. Guillaume, avant d'attaquer quelque part l'actu chaude de cette semaine, mais qui est quand même traitée dans un supplément, elle n'en reste pas moins chaude autour notamment des crypto-monnaies. Je voulais juste mentionner rapidement, parce que j'ai vu passer aujourd'hui des échanges sur les AirTags. Alors, il y a des recrudescences d'avertissements des personnes à Paris, et en l'occurrence des filles. Donc, je cite un des messages qui a circulé. Faites méga attention avec les AirTags. On m'en a mis un dans le 16e il y a quelques jours, et là, c'est ma pote qui vient d'en retrouver un sur elle. En rentrant de la salle de sport, il recommence en balle. Il recommence en balle avec ça. Faites super attention, les chiens sont de sortie. Et d'ailleurs, il y a des photos. Alors bon, c'est facile de faire des photos de AirTags si on veut faire croire qu'on s'est fait piéger. J'ai quand même toutes les bonnes raisons de penser que ces témoignages sont plutôt avérés. Et il y a une réaction que j'ai vue et je voulais un petit peu partager. On nous dit l'exemple parfait avec les AirTags du dévoiement d'une technologie numérique à des fins de cyberviolence. L'emploi d'un AirTag à l'insu de la personne suivie est illégal, voire pire. Si vous en découvrez un placé sur vous, et c'est ce que je voulais un petit peu vous relayer parce qu'on ne saurait pas toujours comment réagir et il faut réagir rapidement, ne le jetez pas, n'enlevez pas la pile. Si vous êtes chez vous, sortez rapidement et allez déposer plainte. L'infraction est celle de 226.1 du code pénal. Il est possible de remonter jusqu'au propriétaire. Il y a une procédure qui est indiquée sur le site d'Apple, procédure à suivre si une alerte indique qu'un AirTag, un accessoire du réseau localisé ou une paire d'AirPods se déplace avec vous. Et il est possible, dit-il, de remonter jusqu'au propriétaire. Il donne tous les éléments de détail qui permettent de creuser. Et il y a une question, et je me suis posé la même question au premier abord, je ne sais pas si tu te serais posé la même, Guillaume. Pourquoi dire de ne pas enlever la pile ? Autant je comprends l'intérêt de ne pas le jeter, mais pour la pile, je ne partage pas. Et la page d'assistance que donne Apple aussi. Et en fait, on répond que l'AirTag va transmettre la dernière position enregistrée. Donc, en fait, contrairement à ce que préconise Apple, les autorités ont plutôt tendance à ne pas préconiser le fait d'enlever la pile, mais plutôt de vous ruer auprès d'un service de police, de gendarmerie, en tout cas de porter plainte. Donc voilà, ça fait partie des petits réflexes que vous pouvez garder en tête et que vous pouvez partager autour de vous. Je pense que c'est des réflexes qu'il faut avoir. Alors sur iOS, nativement, on est informé si un AirTag nous suit. Je sais pas au bout de combien de temps. Je sais plus si on avait réussi avec des tests à identifier au bout de combien de temps un iPhone
appelez TechTech, un AirTag vous traquait. Sous Android, il y a des applications, hein, c'est pas nativement intégré à Android pour l'instant. Une application qui a l'air d'être recommandée, c'est AirGuard, AIRGUARD. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté par rapport aux aspects vraiment très négatifs, je me rappelle Guillaume que tu en avais parlé assez vite de ces usages malveillants qui sont avérés, et a priori en ce moment il y a une recrudescence. Alors faites attention et partagez la bonne parole. Non, c'est très bien, c'est très très bien de parler de ça, c'est très très bien effectivement de donner des conseils, parce que oui, ça arrive, hein, et le pire de tout, si tu veux, c'est que là, c'est des AirTags qui sont mis par des inconnus, mais il faut voir aussi que c'est utilisé dans le cadre de violences conjugales ou assimilées. Exactement. Puisque si c'est ton conjoint qui veut te pister sans que tu le saches, et voilà, il te met un AirTag, et en fait, tu vois, tu peux te rendre compte qu'en fait, c'est ton conjoint qui est en train de te stalker. Oui, complètement. Donc c'est pas, oui, effectivement, très rapidement, on avait entrevu des possibilités d'abus, et bon, forcément, il y en a, quoi. Faites attention, sans autre forme de procès, on va parler un petit peu de crypto-monnaie. C'est Binance et Coinbase qui sont la cible de l'actualité des cryptos cette semaine. Guillaume, parce qu'ils ont été pointés du doigt par les autorités américaines. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de crypto, et en ce moment, c'est un petit peu le sujet chaud, puisque Binance et Coinbase ont été attaqués par la SEC, et les deux à la fois. Alors la SEC, c'est la Securities and Exchange Commission. Et bon, c'est le gendarme de la finance, mais c'est spécifiquement le gendarme des securities, qu'on peut traduire par titre au sens financier du terme, et c'est vraiment très général. En fait, un titre, ça peut être... C'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France, probablement. À peu près, oui, c'est ça. Mais ça régule effectivement près. très, très spécifiquement ce qu'on appelle les securities. Donc, ça peut être une part d'une entreprise, une action. Ça peut être aussi une obligation, un produit dérivé, une part de dette, voilà, etc. Donc, techniquement, pour qu'un investissement, d'ailleurs, soit une security, il faut qu'il y ait un investissement d'argent d'une commune entreprise. L'investisseur s'attend à faire une plus-value, et cette plus-value est due à l'action d'un tiers, au sens large. C'est un titre fongible, qu'on peut acheter et négocier, qui a une certaine valeur monétaire. Bon, je tiens ça d'Investopédia, donc si je raconte des trucs trop approximatifs, n'hésitez pas à me corriger. Mais bref. Ça paraissait très, très sérieux. Voilà, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que la description que je viens de faire, on s'adapte plutôt bien aux cryptos et aux NFT quand même. Hey. Or, si ce sont des securities, elles doivent être soumises à tout un ensemble de règles, comme le reste, en fait, les actions, les monnaies, etc. Et ça change pas mal le business des bourses aux cryptos, qui jusqu'à présent opèrent un petit peu en roue libre. C'est ce qui est reproché à Coinbase, qui pourtant a lui-même sollicité la SEC à plusieurs reprises pour savoir comment était... c'était presque ça. C'est vraiment pour savoir comment considérer ses propres actifs. Donc le cas Coinbase, en fait, est un petit peu délicat pour la SEC. La bourse va se défendre, d'ailleurs, rien n'est joué. Pour Binance, par contre, c'est plus délicat pour Binance, parce que, étant donné que la SEC a déposé pas moins de 13 plaintes différentes contre l'institution, autant contre d'ailleurs son CEO, Changpeng Zhao, dit CZ, que contre le truc lui-même. Alors je vais pas toutes les lire, vous inquiétez pas, rassurez-vous, mais on trouve pêle-mêle des détournements de fonds, des transferts occultes, et parfois énormes entre diverses boîtes, qui sont parfois des sociétés écrans contrôlées par CZ, des violations des règles financières américaines, une gestion délibérée et illégalement opaque de la boîte. Par exemple, on ne sait toujours pas où est basé son siège social. Donc, c'est un exemple de la toute-puissance d'ailleurs réelle de CZ. Au mépris de ce qui est marqué sur les contrats, la démission de Brian Brooks est vraiment symptomatique. Brian, il se croyait CEO de Binance US, donc la division US de Binance. Comme c'était marqué sur les papiers, bien sûr. Et un jour, il découvre qu'en fait, non, c'est CZ qui pilote tout, il contrôle tout. Et quand il a réalisé ça, il a démissionné, et surtout, il a tout révélé publiquement. C'est un exemple de témoignage qui est très embarrassant pour CZ, d'ailleurs. Donc je ne sais pas si Binance va atteindre des sommets d'arnaque de FTX, parce que la barre est vraiment très haute, mais il y a quand même des chefs d'accusation juteux, parce que, par exemple, il y en a un qui dit que 20 milliards de dollars auraient été transférés de la bourse sur le compte en banque de Meritpeak, et Meritpeak, apparemment, c'est une société écran de CZ, du CEO de Binance. Et on pense que cette somme pourrait inclure tout à fait des fonds des clients. Donc on est quand même pas très très loin. La SEC demande le gel des avoirs de Binance US un petit peu partout dans le monde. Et donc c'est encore une affaire fleuve qui commence et qui secoue pas mal le monde des blockchains, d'autant qu'au passage, il y a pas mal de crypto-monnaies qui pourraient en ressentir des conséquences très nettes, parce que selon la SEC, les jetons de Binance, déjà le BNB et autres BUSD, seraient en fait des securities, mais qui seraient non régulés de fait, mais aussi le Solana, le Matic, le Mana, le Sand, etc., etc. Explicitement, la SEC désigne donc des crypto-monnaies qui sont plus ou moins généralistes, ou liées à des projets particuliers, comme de futurs actifs à réguler, comme d'autres actifs.
comme d'autres actifs financiers. Donc ça va faire drôle déjà aux traders en Solana, évidemment, forcément, mais ça va probablement faire encore plus drôle au PDG de Sandbox, par exemple, parce que le Sand, c'est la crypto-monnaie qui est utilisée pour échanger sur son métaverse. Et le Mana, c'est la crypto du métaverse de Decentraland. Et donc, du jour au lendemain, ces plateformes, qui étaient des jeux vidéo plus ou moins, deviennent des organismes financiers qui vont être régulés, qui devront être régulés comme tels. Donc, ça va pas arranger leurs affaires qui sont assez calmes en ce moment, il faut bien le dire. Pourquoi on parle pas du Bitcoin dans cette histoire-là, finalement ? Le Bitcoin, c'est... est-ce que le Bitcoin est une security ? Oui. C'est une bonne question, d'ailleurs. Il évoquait ni Bitcoin ni Ethereum, d'ailleurs, effectivement. Ouais. Comme je disais que ça s'était bien calmé, effectivement, il y a un article de Numérama qui le recense, donc c'est pour ça que je voulais juste le relayer aussi ça, le relayer un petit peu, c'est que la mode des NFT s'est bien calmée, celle du Metaverse aussi. Le Sand avait atteint, par exemple, un prix de 8,44$ à fin 2021, il est à 48 cents. Et le Mana ne fait pas mieux, il est à 41 cents contre 5,09$ au plus haut. Et de fait, 95% des NFT qui s'échangeaient en folie comme ça en 2021 ne valent presque plus rien. On ne compte plus d'ailleurs les gens qui ont perdu leur mise, on compte plus les arnaques au rug pool, les scams multiples et variés, qui utilisent parfois des plateformes très en vue comme Binance, plateforme qui malgré tout n'offre aucun recours en cas d'arnaque, comme dans le cas de la Badass Ape Guild, une collection NFT qui s'est révélée être une grosse arnaque. Donc il y a un dossier comme ça, il y a un petit dossier comme ça là-dessus sur Numérama. Et donc, on y voit aussi que, alors qu'ils s'investissaient 2,1 milliards de dollars dans les NFT encore au premier trimestre 2022, on est passé à 131 millions au dernier trimestre et à 78 millions au premier trimestre 2023. Donc c'est une chute qui a été vraiment très rapide, surtout par rapport au pic de début 2022. Bon, il en reste, attention, il reste, il y a même encore des grandes marques qui continuent de minter des NFT pour des valeurs ajoutées, disons variables, mais il y a pour pas mal de gens qui croient aux NFT pour les jeux, pour la portabilité d'items, etc. Et force est de constater que le gaming sur blockchain continue à vivoter, on va dire, parce que on est sur des volumes modérés. D'après le DApp Radar, ce mois-ci, il y a dans les 10 millions de dollars qui auraient été échangés sur l'ensemble des DApp, un monde virtuel, donc genre Axie Infinity ou Cross of the Ages, ce genre de choses, qui continuent d'exister donc. Et en mai, le nombre de joueurs a même un petit peu augmenté. On était à 711 913. Donc ça continue, mais on est en mode niche, tu vois. On n'est pas un truc, c'est pas un succès colossal non plus. Côté Bitcoin, on accuse une légère baisse, tu en parlais, ça reste modéré. Le volume des transactions en crypto semble aussi se calmer un petit peu, si on en croit les statistiques de Robinhood, qui indiquent que 68%, qu'on a une baisse de 68% en mai par rapport à l'année précédente. Et sans surprise, Binance US, évidemment, est beaucoup chahuté. Bon, pour être honnête, perso, je pense que tout ça est pour le mieux. Et JP Morgan, d'ailleurs, pense qu'à terme aussi, tous les organismes crypto devront s'enregistrer, se comporter comme des vraies institutions financières, et finalement, c'est très bien en vrai. Parce qu'il y aura plus de transparence, il y aura plus de sécurité pour les investisseurs, il y aura moins de méga magouilles, parce qu'il y a vraiment des super magouilles, on le voit, quoi. Donc ça coûtera sans doute plus cher aux institutions, mais ça sera aussi bien mieux pour tous leurs utilisateurs, quoi. Parce qu'après avoir eu scandale sur scandale sur scandale, le secteur crypto a quand même besoin, de ça. En fait, il a besoin d'un boost d'image, de bons coups de frais, on va dire. Est-ce que c'est pas finalement l'enseignement, parce que c'était un petit peu la promesse des cryptos sur une première clé de lecture, de s'affranchir des autorités de régulation pour avoir des mouvements économiques. Finalement, l'enseignement qu'on peut avoir, c'est qu'il est virtuellement à ce stade impossible et pas souhaitable de ne pas dépendre d'une autorité. C'est un enseignement qui n'est pas inintéressant. Non, mais c'est pas que c'est souhaitable ou pas souhaitable, c'est que c'est un délire libertarien de faire totalement abstraction des lois des pays dans lesquels on opère. Je veux dire, c'est un délire, c'est tout. C'est un idéal ou un délire, ça dépend du point de vue, mais je veux dire, t'es dans un pays, tu opères un business, il y a des lois, quoi que tu fasses, t'es obligé d'y... Voilà, c'est tout. Enseignement intéressant. Bon, cette fois-ci, on va parler un petit peu de matériel, une fois n'est pas coutume, de hardware. Et tu voulais te tourner, Guillaume, et nous emmener en direction de l'Inde, qui serait peut-être un super levier pour Apple pour développer un petit peu son business, peut-être même bien plus à court et moyen terme que un casque de réalité mixte. Oui, parce que quel est le pari sur l'avenir le plus important pour Apple en ce moment ? Alors c'est vrai que le spatial computing du Vision Pro peut venir naturellement à l'esprit après le WWDC surmédiatisé, y compris par nous, parce qu'on a vraiment beaucoup parlé, faut quand même le dire. C'est vrai.
Et en fait, la réponse la plus crédible à cette question, elle est beaucoup plus terre à terre, et finalement, c'est peut-être son implantation en Inde, qui a d'ailleurs 2 facettes. La première, c'est celle du marché, tout simplement, puisque les iPhones constituent toujours l'essentiel des revenus d'Apple, c'est plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Et bon, dans pas mal de pays, la plupart des gens qui veulent un iPhone en ont déjà un. Et alors, pour continuer de croître vite et fort, il faut aller conquérir de nouveaux gros marchés. Et l'Inde, qui est quand même le pays le plus peuplé du monde, est c'est un super site parce que 96% des gens y sont sur Android. Donc c'est une cible évidente. Alors Tim Cook l'a confirmé lui-même explicitement, c'est un marché incroyablement excitant et un focus majeur. En avril dernier, les premiers Apple Store indiens ouvraient donc à Mumbai et Delhi, et Apple commence à travailler sa présence médiatique dans le pays, et le potentiel est immense. Mais le challenge aussi, parce que globalement, l'Inde est un grand pays, mais c'est aussi un pays qui est relativement pauvre. Le salaire mensuel, le salaire mensuel moyen y est autour de 500 €. Donc en Inde, un iPhone, c'est le signe extérieur de richesse. Et bon, avec un appareil à 800 ou 1000 balles, soit 2 mois de salaire, c'est assez évident pourquoi les téléphones chinois ou coréens sont vraiment, sont beaucoup la cote. Donc la classe aisée du pays se rue déjà sur les produits Apple, les stores fraîchement ouverts vendent très bien, ça passe bien, mais c'est pas du tout évident comment Apple va s'y prendre pour devenir mainstream en Inde. Et ça va être vraiment intéressant de voir ça. Et il y a aussi pas mal de challenges pour l'autre facette du pivot d'Apple vers l'Inde, qui est la production. Et oui, la fabrication. Apple est très mal habitué. Les usines chinoises sont extrêmement efficaces, extrêmement productives et flexibles, en se préoccupant d'ailleurs d'un strict minimum des droits du travail ou des conditions de vie des salariés, évidemment d'ailleurs. Et bon, Apple aimerait bien produire en Inde, de manière très significative, mais le pays est très différent. Il possède même ses droits du travail, un comble, qui varie d'ailleurs selon les provinces. Et donc Apple fait du lobbying et adopte la stratégie classique, qui a été utilisée 1000 fois par Amazon, c'est-à-dire mettre en concurrence les différentes provinces pour s'installer chez le plus accommodant. Avec à la clé, évidemment, un minimum de protection des travailleurs, parce que c'est vrai que ça gonfle, les travailleurs, ils travaillent, puis c'est tout. Bon. Par exemple, dans la province du Karnataka, la limite du temps de travail légal est passée de 9 à 12 heures par jour et à 48 heures par semaine. Oui, parce qu'Apple est habitué à des usines qui tournent H24. Donc des chiffres de 12 heures, c'est super pratique. Apple et Foxconn font partie des boîtes qui ont fait ce lobbying, d'après The Financial Times. Et puis, la loi permet en plus aux entreprises de demander à leurs employés de travailler jusqu'à 6 heures sans pause, 6 heures continues. Quant aux heures supplémentaires, tu peux désormais en faire jusqu'à 144 heures par trimestre, alors vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ça autorise aussi le travail de nuit des femmes, voilà. Donc c'est très business-friendly, comme on dit, voilà, c'est très favorable au business, et plein de dirigeants indiens sont dans l'optique que du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on doit capturer cette manne de centaines de milliards de dollars de production électronique, quoi qu'il en coûte, aux gens qui les fabriquent, évidemment, sous-entendu. Donc d'un point de vue froidement économique, d'ailleurs, ça peut se défendre, étant donné qu'on voit déjà des pays de la région plus accommodants attirer pas mal de monde. Le Vietnam, par exemple, parce que le Vietnam, il est particulièrement hostile aux syndicats, par ailleurs, et il capture déjà 11 usines de la chaîne de production Apple. Foxconn vient d'y annoncer un plan d'investissement de 300 millions au nord du pays. Donc économiquement, ok, mais bon, humainement, ça le fait pas trop. Et heureusement, la société civile contre-attaque. Donc il y a des unions syndicales qui ont saisi l'Organisation internationale du travail, qui est un organisme des Nations Unies. Il y a eu beaucoup de manifestations, des textes de loi brûlés symboliquement, des protestations qui ont été violentes et qui pourraient bien réussir à faire plier le gouvernement parce qu'il y a un État voisin, le Tamil Nadu, qui a tenté de faire passer une loi très similaire et qui a été finalement abandonnée. Donc Apple voudrait produire 25% de ses appareils hors de Chine. D'ici 2026, l'Inde d'ailleurs voudrait que son secteur industriel électronique passe de 75 à 300 milliards. Ça pourrait être une opportunité, à condition que les Indiens ils laissent pas leur santé. Parce que si on doit tous porter des masques de ski dans 10 ans, au moins qu'ils ne soient pas fabriqués dans des conditions que la morale réprouve, n'est-ce pas ? Tu m'étonnes. Écoute, gros challenge pour Apple. Je pense aussi que la diversité culturelle de l'Inde est de considérer que c'est pas simplement qu'un pays, mais une structure hyper complexe à appréhender quand on est, je pense, occidental et quand on n'est pas d'Inde, fait que ça doit être aussi un gros challenge à relever pour Apple. Je l'avais dit en intro, on allait se tourner vers le ciel, vers l'espace. Guillaume, tu voulais nous relayer cette innovation on va dire de rayons soleil qui est projeté depuis l'espace vers la Terre. Ça me fait un peu peur ton histoire là. Mais alors bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une centrale solaire ? Deux centrales solaires ? Une centrale solaire dans l'espace.
Eh oui. Et oui, forcément. parce que ça prend pas de place, hein, déjà. Et puis, il n'y a pas de nuages dans l'espace. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut des panneaux solaires immenses, il faut les amener en orbite. Et puis, après, il faut envoyer le jus au sol. Et... Ouais, il faut un gros câble de l'espace vers le sol, c'est laisse compliqué. traîner un énorme câble de l'espace. Non, c'est pas trop possible. Alors du coup, bon, en théorie, c'est pas si grave, hein, parce qu'on peut tout envoyer par onde radio. Parce qu'après tout, quand vous écoutez la radio, qu'est-ce que tu fais? T'amplifies simplement du courant, un courant qui est créé dans les antennes directement par les ondes. Enfin, ça, c'est quand t'écoutes la radio analogique, hein, pour être précis. Mais ok, bon, d'accord, mais il faut focaliser le faisceau de manière vraiment très très précise quand même, hein, parce qu'il faut pas rater la. Il y a de la déperdition, mais il faut qu'il y en ait le moins possible. C'est ça, et puis surtout, t'es en orbite, il faut envoyer le faisceau sur le récepteur, quoi. Et donc, il y a une preuve de concept qui a été menée par Caltech et Northrop Grumman, qui ont testé des émetteurs récepteurs micro-ondes. Donc, c'est des émetteurs qui sont encore tout petits, hein, ils font la taille d'une assiette, ils regroupent 32 antennes, qui envoient des signaux de manière un petit peu décalée, qui interfèrent entre eux pour orienter un signal résultant qui soit focalisé dans une direction précise. Alors, ce truc transmet une puissance qui est ridicule, 200 milliwatts, mais ça marche. Et ça marche même dans l'espace, puisque ça a été lancé en satellite en janvier. Alors, il a même été possible de détecter le signal du sol, en fait, donc ça veut dire que, théoriquement, ça ouvre la voie. Donc on peut effectivement envoyer comme ça un faisceau micro-ondes et le recevoir au sol. Donc dans un futur pas très proche, hein, des énormes panneaux solaires en orbite pourraient être envoyés et envoyer l'électricité au sol avec des gros faisceaux de micro-ondes vraiment très très vénères. Donc ce serait une sorte de gros four à micro-ondes à ciel ouvert, à peu près, et d'ailleurs si une mouette passe dans le faisceau, à mon avis, ça fait de la mouette grillée, hein, sans aucun doute, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai hâte de voir la cuisson de mouette qui tombe du ciel. Ça devrait être, à mon avis, ça doit être bien horrible. Donc l'idée peut sembler un peu farfelue, mais en fait c'est un truc auquel on pense depuis les années 70. Et les Japonais sont d'ailleurs déçus, hein, ils sont tout déçus parce qu'ils voulaient faire le même type d'expérience vers 2025. Et parce qu'en fait, l'accès à l'espace est devenu énormément moins cher ces dernières années que ce qu'il était dans les années 80-90. Et la tendance semble se confirmer, quoi. Ça risque de devenir encore moins cher dans les années qui viennent, hein. Donc les projets spatiaux pharaoniques comme ça deviennent un tout petit peu plus crédibles qu'il y a 40 ans. Alors bon, pourquoi pas, bien savoir. Ouais, je peux pas m'empêcher de voir un truc un peu étrange, moi, à capter comme ça de l'énergie depuis l'espace pour la renvoyer vers le sol. Ça me semble assez décorrélé des réalités qu'on peut avoir. Écoute, pourquoi pas. On fera les analyses en bonne et due forme. Pour l'instant, vous l'avez compris, c'est au stade de l'expérimentation. La Chine veut plutôt éviter l'exposition au soleil parce qu'il voudrait plutôt se positionner du côté obscur de la Lune et rester plutôt au frais, Guillaume. Écoute, ouais, d'ailleurs, est-ce que tu sais quel est l'endroit le plus peinard du système solaire? Ah, j'allais dire la face cachée de la Lune, vu le sujet que tu abordes, mais... Moi, j'aurais dit Saint-Étienne en novembre, mais bon, effectivement... Je connais pas. Effectivement, c'est la face cachée de la Lune. Et oui, apparemment, il y règne un calme qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'olympien. Remarque bien que je suis pas si sûr que ce soit très calme, Olympia, avec tous les dieux et les demi-dieux là qui se prennent la tête tout le temps en permanence. Ça doit être une telenovela là-haut, mais bon. J'avoue. Mais je sens confusément que je m'écarte de mon sujet. Donc les Chinois ont envoyé un truc qui s'appelle le Chang'e 4 en 2019. Donc il y avait une sonde qui devait se poser sur la face cachée, mais bon, ça a raté, c'est craché. Par contre, la sonde qui accompagnait le module lunaire, qui s'appelait Longjiang 2, a fait des mesures et a confirmé qu'elle voyait rien du tout. En termes de rayonnement électromagnétique, la face cachée de la Lune, c'est mort. Totalement. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que si tu veux faire de la radioastronomie, c'est the place to be, baby. Et en particulier, si tu veux scruter l'espace dans des gammes de fréquences très, très, très basses. Genre moins de 30 MHz. Alors pourquoi tu ferais ça? Il se trouve qu'au plus on regarde de loin dans l'espace, au plus on regarde dans le passé lointain. Ça, tranquille. Mais c'est vrai, quelle que soit la gamme de fréquences, que ce soit du visible ou de la radio, c'est pareil. Donc si on veut regarder les premiers instants de l'univers, il faut regarder super loin. Mais là, il y a encore un autre problème, parce que l'univers s'est étendu entre-temps, il a eu une expansion comme ça. Donc ces endroits se sont éloignés de nous, donc il y a un décalage vers le rouge. Donc en clair, la fréquence des signaux a été réduite. Elle est plus basse, la fréquence est d'autant plus basse en fait quand on regarde de loin. Si vous préférez aussi, les longueurs d'onde sont beaucoup allongées au fur et à mesure qu'on regarde de loin. On a des longueurs d'onde très longues. Or, sur Terre, toutes les ondes de l'espace qui sont en dessus de 10 mètres de longueur, donc des ondes très longues, sont absorbées. Donc on peut pas les observer. Les signaux en dessous de 30 MHz à peu près, ils sont tous absorbés par l'atmosphère, c'est pas possible. Donc il se trouve que les signaux de l'univers primordial,
donc très proches, très peu après le Big Bang, sont impossibles à observer d'ici, dans la gamme radio. Par contre, la Lune, elle, n'a pas d'atmosphère pour embêter le monde, et en plus, sa face cachée n'a aucune interférence. Donc c'est le paradis rêvé du radioastronome. Voilà, c'est là qu'ils veulent être les radioastronomes. Chacun son kiff, ne jugez pas. Donc, ce qui nous ramène au projet chinois, qui est en fait mettre une constellation de satellites en orbite autour de la Lune, qui profiteraient de leur passage dans le côté obscur pour accumuler du pouvoir. Non, pour juste faire des mesures, justement, parce qu'elles sont peinards. Donc, pour observer les premiers instants de l'univers, comme ça, dans des gammes de fréquences qui sont inaccessibles à nous autres, les pauvres mammifères terriens, tu vois. Donc, pour ça, il faudrait quand même une constellation de satellites, parce qu'en réalité, on veut choper des ondes qui sont super longues. Donc ça veut dire, en fait, ça prend de la place de faire des antennes comme ça. Donc en fait, on met plusieurs satellites qui chopent chacun des bouts, en gros, de tout ça, et après, on recolle le tout pour avoir le signal complet. Donc c'est un beau projet, quand même, qui est bien complexe, mais qui est quand même beaucoup moins complexe que de construire carrément un observatoire sur la Lune, parce que c'est un projet qui avait été évoqué, qui était dans les cartons. Donc le projet chinois pourrait, si tout va bien, faire ses observations dès 2026, et donc il pourrait passer 12 heures par jour dans un silence et un calme total et absolu. La chance. Est-ce que c'est, j'imagine, encore plus propice que ce que fait aujourd'hui James Webb? Il me semblait que s'il avait été envoyé loin, c'était justement pour pas souffrir des perturbations. Oui, mais non. Alors, James Webb, lui, en fait, il profite du froid, dans le sens où c'est un télescope infrarouge, principalement. Donc, en fait, lui, il profite du fait que c'est super froid et que donc il y a très peu de perturbations thermiques. La face cachée de la Lune, c'est froid aussi, certainement, mais je pense que la Lune, en fait, protège tout simplement du Soleil et de beaucoup de rayonnement. Donc ça veut dire qu'il y a très très peu de rayonnement électromagnétique qui atteignent cette face-là. Ouais, donc c'est vraiment dans la gamme radio. Au-delà d'être éloigné. Oui, c'est-à-dire que James Webb profite d'un calme thermique, alors que la face cachée de la Lune profite d'un calme radio. Très intéressant. Ok, donc d'autres perspectives et d'autres possibilités d'étudier l'univers et l'origine de l'univers, du coup. Alors, je parlais de James Webb. Le Bluetooth spatial, Guillaume, alors ça me paraît assez incroyable d'arriver à communiquer avec l'espace à base de Bluetooth, c'est quand même perturbant. Écoute, on passe un cap, je suis même pas sûr d'avoir bien lu tellement je m'y attendais pas, et écoute, il y a une boîte qui s'appelle Hubble, donc rien à voir avec le télescope, c'est une nouvelle boîte qui s'appelle Hubble. Je parlais de James Webb, il y a le télescope Hubble, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc cette boîte Hubble, elle promet que n'importe quel appareil Bluetooth puisse communiquer avec l'espace. Alors c'est une nouvelle boîte qui vient de lever $20 millions, il y a très peu d'infos. Il n'y a même pas de post de blog, enfin il n'y a qu'un seul post de blog pour le moment, mais il n'y a pas grand-chose de vraiment technique. L'idée serait d'avoir un réseau de satellites, donc une nouvelle constellation, qui communiquerait avec n'importe quel appareil Bluetooth standard. Il faudrait juste changer un petit peu le firmware, donc il faudrait mettre à jour le firmware et c'est tout. Après ça, les usages proposés sont hallucinants, parce que tu mets un sticker Bluetooth sur un container, et tu peux suivre sa position partout dans le monde. Tu mets des capteurs de température Bluetooth dans les forêts, dès qu'il y a un début d'incendie, ils envoient un signal vers le satellite, il te relaie immédiatement, tu sais exactement où est le départ d'incendie. Tout tracker Bluetooth, pour ton chien, pour ton enfant, devient immédiatement global. Donc ça veut dire aussi que les AirTags pourraient devenir encore bien plus flippants, n'est-ce pas? Bah oui. Ben voilà, mais bon, et voilà, et donc ça continue, tu peux utiliser ça pour la maintenance, l'agriculture, la logistique. Et j'avoue que je suis un peu dubitatif, honnêtement. Je suis assez circonspect parce que franchement, je pensais pas que c'était techniquement possible. Il parle explicitement de BLE, de Bluetooth Low Energy, et ça n'envoie pas des kilowatts, le Bluetooth Low Energy. Et ils veulent avoir des satellites qui les repèrent de l'espace. Moi, ça me paraît absolument incroyable. Bon, j'ai que peu d'infos supplémentaires. Bon, là, je vous livre, voilà ce qu'il y a sur le site. Donc, il n'y a pas de preuve de concept à ma connaissance, donc on va rester prudent. C'est pas un peu fumeux, finalement. Mais c'est une promesse qui est complètement hallucinante, quoi. C'est fou. Bon, écoute, peut-être qu'on va trouver demain une manière de recycler les kits main libre, les oreillettes Bluetooth que vous aviez, ou les vieux AirPods peut-être, mais bon, on attend de voir quand même sur cette info pour creuser. Est-ce que tu pourrais nous trouver une solution, Guillaume, pour réduire encore un peu plus la taille des tours, des PC qu'on a aujourd'hui, et par contre peut-être d'avoir juste à la place des grosses GPU, pas forcément dans la même tour d'ailleurs. Écoute, je sais pas, j'ai une question philosophique pour toi. Quand est-ce qu'un truc de moins en moins petit devient effectivement gros ? Ah, ça c'est compliqué. Attends, il faut que je me pose dessus. J'ai combien de temps ? C'est une question métaphysique que je me pose en voyant la dernière proposition de GPD, c'est la G1. Alors GPD, moi j'aime bien de base, ils font des PC. En fait, ils faisaient des PC gamers de poche, tu vois, avant que ça soit cool. Donc il y avait les GPD Win 1 et 2 qui étaient là avant les Steam Deck et autres Rogue, Ally et compagnie.
Donc ils faisaient même des micro-PC non joueurs aussi, hein. Il y a le GPD Pocket, je crois. Mais bon, c'est des machines assez chères en général. Bon, voilà, c'est des machines qui étaient pas très très puissantes. Mais après, c'était à l'époque aussi, hein. Donc ils sont toujours là. Ils proposent leur WinMax 2, qui est toujours cher d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que déjà la WinMax 2 fait 10 pouces, donc c'est pas si petit pour une petite console, mais bon. Mais en plus, il y a une nouveauté dans la gamme. Il y a une carte graphique externe. Donc, alors, le concept de eGPU, de External GPU, c'est vraiment pas nouveau du tout. Mais là, c'est un petit boîtier de 22 cm de long pour 3 cm d'épaisseur qui contient une RX 7600 XT et qu'on connecte à un USB 4, Thunderbolt 4, au petit portable de jeu. Du coup, on peut piloter 3 écrans et jouer dans de meilleures conditions, évidemment, qu'avec la Radeon intégrée. Oui. Alors, pour le coup, c'est modulaire, hein, c'est clair, mais on a donc un petit portable qui est pas si petit que ça, et à côté une GPU externe qui est pas non plus si petite que ça. L'ensemble, ça va être cher, hein, parce que les iGPU, c'est toujours plus cher, hein, que les GPU. C'est encore toujours plus cher que les GPU standards. Et je me demande franchement à quel point c'est pertinent de prendre ça plutôt qu'un portable GeForce Slim de génération 4, en génération 4 en Max Q, là. Bon, je sais pas. En tout cas, si le truc vous intéresse... Alors après, les Steam Deck, l'écran est vraiment plus petit, c'est vrai, et puis c'est sans doute moins puissant évidemment qu'avoir une 7006, mais enfin quand même, bon, je sais pas. En tout cas, le truc est sur Indiegogo, ça cherche un financement, et c'est quand même marrant à voir. Sur le site de GPD, là, il y a si c'est bien le bon site, hein, il y a les produits qui sont écrits avec la typo Comics sans MS, qui me donne un côté un petit peu curieux, mais bon, écoute, pourquoi pas. Un petit mot du côté de chez Intel et TSMC, Guillaume. Ouais, TSMC et Intel ont révélé quelques détails sur les prochaines technologies de puces. Alors TSMC a parlé du N2, qui utilisera de nouveaux supercondensateurs et qui sera aussi le premier process à utiliser les transistors en nanoruban, les GAA-FET, donc Gate All-Around FET, Field Effect Transistor. C'est un changement qui est très profond, qui est très important et qu'Intel est lui aussi en train d'opérer avec ce qu'il appelle de son côté les ribbon FET, mais c'est la même idée, hein, c'est-à-dire c'est des nanorubans comme ça, c'est des trucs en forme de nanoruban. Alors les deux font aussi une grosse transition sur laquelle les deux articles se penchent là, en ce qui concerne en gros les câbles électriques. Les câbles électriques entre guillemets, hein, parce que bon, faut alimenter les composants en jus, en électricité. Donc il y a un réseau électrique d'alimentation en plus du réseau électrique de signal qui porte les informations. Les informations sont portées sous forme de courant électrique aussi, mais ils sont beaucoup plus faibles. Donc il y a aussi un réseau d'alimentation. Donc Intel et TSMC changent la manière dont les transistors sont alimentés par contre, et ils le font un petit peu de la même manière en mettant les câbles derrière la puce, sur le dos en fait. Donc par exemple, Intel appelle ça le backside power delivery. Donc voilà, tu délivres par le bas, l'autre côté quoi. Et ça change complètement le visage de la puce quand tu la regardes en hauteur, dans le sens de la hauteur. Parce que normalement on a les pistes d'alimentation et pour les signaux qui sont au-dessus. Ensuite on a les transistors proprement dit, ils sont sur un substrat comme de silicium. Là, les grosses pistes d'alimentation sont en dessous des transistors, ce qui fait de la place pour les signaux au-dessus. Et comme en dessous de la puce, il y avait rien avant, hein, donc en fait il y a de l'espace et tout est rien que pour eux, on peut augmenter encore la taille des pistes et réduire leur résistance du coup. Parce que comme il y a la place, les tuyaux en fait peuvent être plus gros et du coup c'est plus efficace. Il y a moins de perte d'énergie, moins de résistance, donc moins de perte d'énergie et en plus, ne plus mélanger les petits et les gros câbles, finalement ça simplifie le design de l'ensemble et ça peut être tout ça un petit peu plus compact. Donc, les transistors se retrouvent un peu en sandwich du coup. Complètement, les transistors sont en sandwich entre les deux trucs, c'est assez marrant à voir d'ailleurs, c'est très rigolo parce que les pistes les pistes métalliques, hein, donc qui sont les alimentations et les signaux, prennent énormément plus de place que les transistors qui sont une toute petite couche mince au milieu. C'est assez marrant de voir ce que ça devient. C'est un tout petit sandwich avec un tout petit peu de pâté, une toute petite très fine couche de pâté au milieu. Et donc après avoir rangé ces câbles correctement, un même CPU peut gagner 6% en performance, ce qui est de nos jours à peu près une demi-génération à peu près. Ouais, c'est pas négligeable. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Alors c'est pas non plus simple à faire, hein, parce que du coup, faut faire passer le courant à travers le substrat pour alimenter les transistors. Parce que les transistors sont collés sur leur bloc de silicium, mais il faut passer à travers. Et donc on le fait en perçant des petits trous, comme autant de prises dans la maison, hein, des prises dans la maison pour alimenter tel ou tel appareil. Et donc c'est ce qu'ils appellent les Power VIA. Donc les VIA en fait, c'est les TSV, les Full Silicon VIA, c'est les trous en fait quand tu passes à travers le silicium pour aller chercher des trucs, aller chercher des composants. Donc on commence à fabriquer les transistors normalement, hein, comme d'habitude, avec un pas photolithographie, hein, sur l'espèce de grosse galette de silicium, et à un moment, on retourne le truc, on retourne la galette, et on perce des nanotrous dans le dos de la puce qu'on remplit de métal.
Alors, c'est des trucs qui sont à l'échelle des composants de la puce. Donc, on est dans le nanométrique. Hein. Donc, c'est pas simple, mais Intel l'a intégré avec succès. Il forêt, du coup. Ah, ben oui, voilà, tu vois, il faut vraiment une toute petite perceuse. Non, c'est des trucs, évidemment, qui sont pas, c'est pas, évidemment, ça se perd pas avec des perceuses, mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est des tout petits trous dans lesquels on met du métal pour des trucs conducteurs, et puis après, on fait passer les câbles par-dessus, quoi, hein, les pistes, en fait, métalliques, pour envoyer le courant. Alors, c'est pas simple, mais Intel l'a intégré avec succès dans son process Intel 4. Et le PowerVia, en fait, il fait partie du saut vers le 20A. Donc la génération suivante, celle qui est pour 2024, celle qu'on verra arriver dans les puces Euro Lake. Donc après le 20A, il y a un énorme aussi pas, enfin historiquement c'est un énorme pas qui est le 18A. Alors 18A c'est historique, pourquoi ? Parce que ça marque le début du service de fabrication d'Intel. C'est-à-dire qu'Intel va ouvrir ses usines aux constructeurs tiers, et donc il va devenir un concurrent frontal de TSMC. Donc pour le moment, si tout continue comme ça, Intel est même un petit peu en avance sur TSMC. Les RibbonFET plus PowerVia devraient être prêts pour l'an prochain, alors que TSMC table plutôt sur 2025 pour les nouveaux transistors et même sur 2026 pour la nouvelle alimentation par le dos. Donc pour l'instant, Intel est plutôt bien placé. Très bien, merci pour ce point d'actualité. C'est toujours remarquable de voir ce qui se passe dans le monde. On va pas dire infiniment petit parce qu'on n'est pas dans l'infiniment petit. Je pense que les limites, tu peux là. Tu sais, tu peux presque parler de ça. Impressionnantes. Ouais. C'est bon. C'est captivant en tout cas. Allez, on met de côté le matériel pour arriver doucement mais sûrement dans une petite rubrique intelligence artificielle. Ça faisait longtemps. Avec... Toi aussi t'en as marre, ça va être... honnêtement, pas terrible. du tout. Mais non, d'autant plus que... Je suis sûr qu'on pourra en parler plus encore. Mais bon, allez, on va parler un petit peu de régulation des intelligences artificielles, Guillaume. Oui, on va parler d'intelligence artificielle de manière assez générale, parce que, par exemple, on parlait de régulation, parce que bon, réguler les IA, c'est carrément la mode en ce moment, tout le monde en parle, tout le monde veut être le premier, tout le monde veut être le leader un petit peu, comme l'Angleterre par exemple, avec Rishi Sunak qui a annoncé le premier événement majeur sur la sûreté des IA cet automne. Alors la liste officielle des invités n'est pas encore connue, mais la liste officieuse qui circule fait lever pas mal quelques sourcils métaphoriques, puisque, alors évidemment, on voit des grands noms, on voit OpenAI, DeepMind, Anthropic, Palantir, Microsoft, Faculty, etc. Alors, c'est des noms qu'on s'attendait à voir. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune institution, aucune association, il n'y a aucune université, aucun institut de recherche public, par exemple, ne figure sur les listes qui flottent. Donc, en gros, pour l'instant, il n'y a que des acteurs privés, dont des boîtes qui sont un peu controversées, comme Palantir, quand même, qui a des contrats avec l'armée, entre autres. Donc voilà, surtout OpenAI et DeepMind sont à fond aussi sur les risques des super-intelligences à long terme, là, et beaucoup moins sur les risques actuels et concrets qu'on a maintenant tout de suite, voilà, sur des informations, tout ce que tu veux. Bon. Donc, avec ça, l'absence totale de représentants de la société civile, ça inquiète un petit peu. Bon, alors, un autre endroit où on a parlé de sûreté des IA, c'est Asiatech. Alors, Asiatech, ça se passe à Singapour, c'est désigné par les initiales AT Cross SG pour Asiatech Cross Singapore. Bon. Mais bref, hasard ou coïncidence, le président de Microsoft Asia s'est vu associé en trinôme avec le vice-président de Nvidia et la ministre de la transition digitale des Pays-Bas. Bon. Ça s'est pas très bien passé, je crois. Ils ont parlé d'IA, et c'est vrai que ça a été électrique, même si le courant n'est pas super bien passé, paradoxalement. La ministre a démarré direct en disant que les sociétés devraient utiliser la tech à partir du moment où elle est sans danger. Alors évidemment, en face, Microsoft et Nvidia ont tenu le rôle des courageux pionniers qui testent les limites et repoussent les frontières, n'est-ce pas ? En dépit des bâtons dans les roues mis par les gouvernements trop timorés. Bon, la ministre a pointé évidemment que Microsoft, en tant qu'investisseur majeur d'OpenAI, était pas super neutre pour parler du sujet. Mais bon, malgré tout, le panel est arrivé à une idée originale, on va dire, faire un parallèle entre la sécurité des IA et la sécurité routière. Parce que pour les voitures, non seulement les véhicules eux-mêmes sont testés et certifiés conformes à un standard de sécurité, mais il y a aussi les routes, les feux, les panneaux de circulation, le système de permis, tout l'écosystème autour qui est standardisé et certifié pour assurer la sécurité d'un truc qui, si on s'en sert n'importe comment, est quand même super dangereux. Une voiture, c'est super dangereux. Et pour les IA génératives, il y a donc toute une liste de choses à contrôler et à standardiser aussi, et à certifier, voilà, la collecte des données, la gestion de données personnelles, les biais que peuvent avoir les modèles, leur alignement, etc., etc., etc. Donc tout ça est décidé, tout ça devrait être décidé par la société civile et pas par les constructeurs eux-mêmes. Donc il y a peut-être des idées intéressantes qui posent aussi pas mal de questions. Par exemple, est-ce qu'il y aura un permis pour les IA ? Est-ce qu'il devrait y avoir des assurances avec des bonus-malus ? Bon,
C'est rare, mais c'est peut-être même la première fois qu'il y a autant de discussions sur une nouvelle tech quand même sortie à moins d'un an. C'est toujours fascinant de voir à quel point ça déchaîne les passions. Ouais, ça va très très vite, effectivement. Et ça va tellement vite qu'on se pose toujours la question, hein, Guillaume, de la place que va prendre l'intelligence artificielle dans le monde de l'emploi. Oui, mais ça va trop vite. On a à peine le temps de s'inquiéter d'un truc, il arrive. Il est déjà arrivé. Donc il y a un article du Washington Post qui détaille le cas de rédacteurs qui ont déjà perdu leur job à cause de ChatGPT. Donc il y en a l'une d'elles, c'est Olivia Lipkin, qui a 25 ans, qui est devenue promeneuse de chiens. Donc quand ChatGPT est sorti en novembre dernier, elle n'a pas trop prêté attention au truc, mais assez vite, elle s'est rendue compte que le nombre de tâches qu'on lui confiait avait tendance à diminuer. Et sur Slack, on a commencé à l'appeler elle-même Olivia/ChatGPT. Et ça a commencé à sentir le gaz un petit peu. Et en avril, elle a été licenciée. Puis les managers écrivaient donc en long, en large, ouvertement, que ChatGPT était moins cher qu'elle en gros. Donc tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui font du marketing en ligne, commencent à sérieusement baliser. Alors je sais pas si tu as vu passer ça, mais Jetpack, qui est une suite d'outils pour WordPress, vient de lancer son AI Assistant. Donc ça veut dire que tu as désormais, pour $10 par mois, un plugin WordPress, tout ce qu'il y a de plus classique, qui t'écrit lui-même tes posts de blog. Ça y est. Quand on disait dans l'épisode hebdomadaire que les intelligences artificielles vont être amenées à se nourrir de plus en plus du contenu qui va être généré par des intelligences artificielles, c'est un exemple très concret quand on sait à quel point Jetpack et donc WordPress représentent une énorme part des sites internet. Complètement, et ça en est même désarmant. Dans le site de la démo, il y a une vidéo, dans le site de Jetpack, là, voilà, il y a une démo vidéo, et il te montre comment le plugin écrit tout seul les sites à voir à Tokyo. Un post de blog sur les sites à voir à Tokyo, voilà, c'est bon, clac, un clic. C'est sûr, la qualité du web va connaître des heures assez sombres, je pense, très bientôt. Ouais. Bon, heureusement, les IA vont devenir séniles, effectivement. Écoutez l'hebdo pour savoir pourquoi. Ça va vous étonner. Et moi aussi, je peux faire du clickbait si je veux. Et le pire, c'est que la question de la qualité est bien moins pertinente que celle du rapport qualité-prix. Parce que même si la qualité est bof, mais bon, que c'est quasi gratuit, c'est difficile. Il y a un autre gars, par exemple, un autre témoignage, c'était celui d'Eric Fine, qui est un rédacteur professionnel qui a vu son business détruit du jour au lendemain, quasiment. Il faisait ça depuis 10 ans. Lui, son truc, c'est qu'il vous écrit n'importe quoi. Voilà. Vous le payez 60 balles de l'heure, il vous écrit strictement n'importe quoi, ce que vous voulez. Et dès mars dernier, son plus gros client lui a préféré ChatGPT, et puis les 9 autres ont suivi petit à petit. Donc il a bien dit que ChatGPT était moins bon, moins créatif que lui, mais bon, 60 $ de l'heure, tu vois. Il a été balayé, littéralement. Alors depuis, il y a un des clients qui s'est ravisé, parce qu'il a été déçu de la qualité du chatbot, mais ça suffit pas. Du coup, le mec envisage de devenir plombier, et là, il dépanne des clims dans son temps libre pour essayer de faire un peu de pognon, quoi. Donc pour le moment, les tâches de rédaction qui requièrent assez peu de recul, finalement, qui sont les plus standardisées, les plus routinières, on va dire, sont les plus exposées à l'automatisation. Celles qui requièrent plus d'analyse, de créativité ou de style, et pour lesquelles on se préoccupe quand même pas mal de la qualité, sont encore hors de danger. Après, voilà, tu vois, Lipkin elle-même, elle disait que son ancien boulot de rédactrice marketing là, était pas très intéressant et que ça lui laissait beaucoup. Enfin, il était quand même assez demandeur, ça lui laissait peu de place pour exprimer sa créativité et peu de temps pour écrire, parce qu'elle voulait écrire pour elle en parallèle. Et de fait, elle est un petit peu dégoûtée du travail de bureau dans son ensemble, quoi. Donc, le texte automatisable, qui est pour l'instant automatisable, est sans doute pas le plus intéressant. Après, évidemment, pour combien de temps ça va durer, difficile à dire. Et tu voulais nous décrire les perspectives radieuses pour les avocats, Guillaume. Oui, une petite revue de détails, une petite revue des outils IA de la semaine pour montrer à quel point ça se développe vite, fort, et à quel point effectivement les juristes vont quand même avoir du boulot, je pense, pour les années qui viennent. Donc on peut commencer par Style Drop, dont l'objectif est tout simplement de copier un style graphique. Donc cette capacité qui est sujette à controverse dans Stable Diffusion, c'est ici le propos même du logiciel, c'est-à-dire copier le plus parfaitement possible un style graphique, que ce soit celui de ton petit-neveu de 3 ans ou celui de Van Gogh, pour lui c'est pareil. Donc tu lui donnes une image de référence, et ensuite chaque prompt va te donner une image dans le même style, exactement dans le même style. Ça marche vraiment très bien, ça marche super bien pour des logos par exemple, pour des dessins en particulier, des peintures, et même des photos. Tu lui montres une sculpture en bois, il va te pondre d'autres sculptures en bois totalement similaires et photoréalistes selon ce que tu lui demandes. Bon, comment les créatifs vont prendre ça ? Voilà, ça c'est... je sais pas. Citons ensuite Audiocraft, qui est une librairie de deep learning de Facebook pour générer de la musique. Donc MusicGen, d'ailleurs, c'est le logiciel qui s'appuie dessus et qui est tout simplement un Stable Diffusion pour la musique.
pour toutes les musiques. Si tu veux une musique de film symphonique à la John Williams, il n'y a pas de problème. Si tu veux une bonne son synthwave pour ton jeu vidéo, si tu veux la 9e de Beethoven en version dark metal, aucun souci. Le tout est librement téléchargeable et ça marche avec une grosse GPU ou bien même en changeant vraiment un mot de code, ça marche aussi sur CPU. J'ai testé, ça fonctionne. Hein. Sur CPU même c'est assez long, mais ça fonctionne et ça donne des résultats qui sont très bons. C'est assez long sur CPU, mais ça marche absolument partout et du coup, ça marche même sur n'importe quel PC bureautique, quoi. La seule vraie limitation, c'est que la longueur du morceau ne peut pas dépasser 30 secondes pour le moment. Bon, voilà. Mais bon, c'est déjà assez impressionnant. Alors, on peut continuer avec Roop. Roop, R2OP, qui fait un truc qui nous paraît super vieux maintenant, dont on parle depuis des années, c'est il fait du deepfake, il fait du face swap, hein, c'est-à-dire il échange des visages comme ça. Vous donnez un visage, vous donnez une vidéo, il met voilà, par exemple Scarlett Johansson sur la vidéo que vous voulez. Enfin, je dis ça parce que c'est la démo qu'il y a sur le GitHub. Et alors, ça paraît très classique, hein, mais je le mentionne parce que Roop est peut-être celui qui permet de le faire le plus simplement du monde, c'est-à-dire en 2 clics. Et en plus, c'est open source, ça marche avec ou sans GPU, donc votre PC bureautique peut faire du deepfake sans aucun problème si vous êtes patient. Et donc ça fait partie des news qui sont à la fois super cool et un peu flippantes, tu vois. Donc bon, on va peut-être finir avec un outil qui est peut-être un peu moins destiné à susciter la controverse, c'est Flair. Parce que Flair, en fait, s'adresse aux pros qui veulent faire de la pub pour leurs produits. Donc par exemple, pour un parfum, alors je me casse pas, un parfum c'est la démo du site, donc voilà, par exemple c'est l'exemple, c'est un parfum. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est une bonne photo de ton produit, et après, très simplement, tu composes la photo dans laquelle tu veux la mettre en scène. Donc tu rajoutes des arrière-plans, que tu peux décrire avec des prompts, hein, comme d'habitude. Tu peux rajouter des mannequins qui le tiennent, et tu peux les modifier, voilà, encore une fois par des prompts. Tu peux mettre des fleurs, tout ce que tu veux. Absolument tout est généré, de toute façon, tu décris ton image, donc tu peux en avoir des dizaines de variations possibles. Tout est photoréaliste. Et par contre, ça ne nécessite aucun appareil photo, aucun studio et aucun photographe. Donc voilà, photographe de pub, encore un métier qui craint, encore un. Il y en a tellement qui vont se cumuler les uns après les autres, c'est assez déroutant. J'ai quand même l'impression que ça va très très vite, mais bon. Allez, on va parler un petit peu de Bard, que tu identifies comme savoir qui s'est codé pour répondre aux questions. 2 petits mots sur Bard qui devient un peu meilleur en logique et en déduction. En fait, il va même plus loin, puisque d'une manière que je trouve assez impressionnante, hein, enfin, c'est toujours marrant, c'est l'impression toujours de voir ça. Quand il sait pas faire quelque chose, il prend un code Python pour te donner la solution. Alors, l'exemple le plus simple, c'est faire des calculs. Parce que faire des calculs, n'importe quel ordinateur d'il y a 30 ans te calcule un cosinus de n'importe quoi en moins d'un millième de seconde, tu vois. Mais Bard, il sait pas faire ça. ChatGPT non plus, parce qu'ils sont pas faits pour ça. Par contre, Bard peut désormais prendre un code Python simple et l'exécuter pour te donner ce type de réponse. Et ça va plus loin. Par exemple, si tu lui demandes d'inverser les lettres d'un mot, pourquoi pas? On peut aimer torturer les modèles de langage pendant ses hobbies, pourquoi pas? Et tout seul, il n'y arrivera pas. Faut pas oublier que son unité de base, c'est le mot, c'est pas la lettre. Par contre, il peut faire ça en Python, il peut faire un petit programme en Python, et donc il te montre même le code, et après il te donne la réponse. Ça marche pas à tous les coups, et c'est un truc qui est un peu classique déjà, parce que quand tu crées un agent à partir d'un modèle de langage, tu peux effectivement lui faire utiliser des outils comme ça, mais c'est marrant de le voir directement, simplement dans la version grand public de Bard, et ça montre aussi à la fois les limites des modèles de langage et l'isolation, mais ça montre aussi la puissance que ça peut atteindre en hybridant les systèmes, si tu veux, pour aller plus loin. Il n'y a pas longtemps, Guillaume, quand on parlait d'intelligence artificielle générative, je disais qu'il y aurait un truc qui me marquerait beaucoup et qui commencerait vraiment beaucoup à m'inquiéter, c'est si jamais il pouvait faire preuve d'une véritable créativité en matière d'humour. Ça va probablement arriver plus vite qu'on ne le pense, mais c'est pas encore demain la veille, Guillaume. Écoute, qui a dit que les scientifiques n'avaient pas d'humour, hein? La preuve, ils ont demandé 1008 blagues à ChatGPT en version 3.5, parce que c'est probablement des scientifiques fauchés. Ils ont été déçus, parce qu'en fait, 90%, c'est les mêmes 25 blagues nulles qu'ils donnent tout le temps. Par exemple, pourquoi le livre de maths est triste? Parce qu'il a plein de problèmes. Pourquoi l'ordinateur a froid? Parce qu'il a laissé ses fenêtres ouvertes. Oui. Pourquoi le hipster s'est brûlé la langue? Parce qu'il a bu son café before it was cool. Les autres sont intraduisibles. Au niveau Siri, quoi. Okay. Ah, c'est ça. Alors, les autres sont carrément intraduisibles, heureusement pour vous, sinon je vous aurais fait toutes. ChatGPT, c'est un petit peu comme votre daron. Il répète toujours les mêmes blagounettes, mais bon, on l'aime bien quand même. Mine de rien, c'est quand même intéressant parce que ChatGPT est censé pouvoir générer des trucs. Donc, créer a priori de nouvelles blagues. Et pourquoi il le fait pas plus que ça? Il le fait, mais quand il le fait, souvent c'est pas drôle, parfois c'est même pas top, c'est même pas cohérent. Parfois, et quand tu lui fais remarquer, ce qui est très rigolo, c'est que
limite, il se vexe. C'est-à-dire qu'il t'explique la blague et pourquoi c'est drôle. Parce que c'est un jeu de mots. Sauf que non, c'est pas un jeu de mots, gars. C'est juste... non, t'as halluciné le jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en général, la détection de l'humour par le chatbot, elle est très influencée par des marqueurs superficiels de langage. C'est-à-dire la structure de l'expression, la présence ou non de jeux de mots, etc. Donc, ChatGPT s'est fait une certaine idée de ce qu'est une blague, mais il n'a pas l'air de pouvoir être vraiment drôle. Et alors pourquoi ? C'est pas complètement clair. Est-ce que GPT-4 est vraiment meilleur d'ailleurs ? Je sais pas. Est-ce que l'alignement du modèle, le fait qu'il ait été, qu'on l'encourage à se comporter d'une manière ou d'une autre, influe ? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment bonnet de nuit ? Voilà, juste, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, apparemment, le métier d'humoriste semble à l'abri. Ouais, là tu vois, du coup ça me rassure. C'est un des marqueurs que je me suis donné dans mon fort intérieur pour savoir si je devais commencer totalement à flipper ou pas. Et là tu vois, tu me rassures puisque tu me montres qu'elles sont pas capables. Il me semble que c'est vraiment un truc qui est pas facile à construire, à analyser. C'est d'ailleurs un sujet qui est bien documenté par les humoristes eux-mêmes. Tu sais, il y avait eu les affaires de vol de blagues, pas mal décriées du côté notamment de Gad Elmaleh qui prenait des blagues d'humoristes américains et qui les amenait en France un peu facilement, mais de manière très très collée quoi. Et je pense qu'effectivement créer quelque chose de drôle, je pense que ça demande un certain niveau de sensibilité que l'être humain lui-même n'a pas encore tout à fait bien documenté. Donc écoute, on verra. Et on va terminer Guillaume avec des simulations, c'est ça ? Ouais, 2 petites news pour conclure ce truc-là. Donc, il y a eu un gros malentendu la semaine dernière à propos d'un drone qui, en simulation, aurait tué un opérateur pour accomplir son but qui était d'accumuler des points en tirant sur des cibles. L'histoire voulait que l'objectif du drone était contradictoire avec les limites posées par l'opérateur et que donc la décision la plus logique pour maximiser son score était d'éliminer l'opérateur. Parfait pour faire peur et être partagé sur les réseaux sociaux. Tu penses. Surtout que c'est paru dans Vice et dans The Guardian et partout après. Et c'est faux et archi faux. C'est un énorme malentendu. En fait, il n'y a jamais eu de simulation avec un drone piloté par une IA. Il n'y avait pas de drone du tout, c'était tout simplement un exercice de pensée, pris au pied de la lettre, et rien de plus. L'Air Force a dû faire un communiqué officiel, et le colonel Hamilton donc, a admis qu'il s'était mal exprimé. Il n'a pas été assez clair sur le fait que tout était hypothétique. Donc les drones tueurs, c'est pas pour tout de suite, c'est probablement pour 2024, mais ce qui est pour tout de suite, et qui est aussi inquiétant, c'est la sextorsion. Alors sextorsion, c'est tranquille, c'est classique, on va dire, c'est malheureusement. Mais la sextorsion, maintenant, se dope au deepfake. Parce qu'avant, pour vous faire du chantage à la photo coquine de vous, ou à la sextape malencontreusement récupérée par un pirate, il fallait le contenu. Il fallait bien, à la base, que le matériau sexuel existe. Mais souvenez-vous de Roop, dont je viens de parler. Eh oui, je télécharge une vidéo de zoophile avec des crabes sur Pornhub, je suis sûr qu'il y en a un. Je trouve un portrait de vous sur Facebook, je roupe tout ça, et hop, ça y est, j'ai une vidéo synthétique de vous avec un crabe dans une position compromettante. Fastoche. Et en avril 2023, le FBI a noté une nette recrudescence des sextorsions et une multiplication des chantages basés sur du contenu synthétique. Donc le plus beau, c'est que les malfaiteurs peuvent parfaitement utiliser du contenu synthétique, donc qui n'est pas de vous, mais qui vous représente dans un truc compromettant. Donc ils utilisent ça pour vous faire chanter et pour vous demander du vrai contenu sexuel en échange de ne pas diffuser du porno synthétique. Donc c'est vraiment un comble. Donc les sextorsions synthétiques vont probablement se multiplier. Et je sais pas, peut-être jusqu'à tuer leur propre marché, dans l'idéal, après tout, si c'est super courant. Que si le porno synthétique devient plus fréquent que le vrai porno, on pourra toujours dire que non, c'est pas moi, c'est un montage. Non, de toute façon, c'est pas moi, c'est du fake. Même si c'est vrai, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, c'est hallucinant. Ouais, j'aime bien ta conclusion, en fait, qui va peut-être tuer leur propre modèle. On l'espère, en tout cas. Écoute, on va terminer avec une continuité directe de cette rubrique intelligence artificielle. C'est une manière subtile de parler encore d'intelligence artificielle sans le mettre dans une rubrique intelligence artificielle, avec le premier court-métrage qui a été généré par intelligence artificielle, Guillaume. Oui, il y a un film de 12 minutes qui a été produit par Waymark, qui est il fabrique des logiciels de vidéo. Et en fait, c'est un petit peu comme le concours Nikon, c'est-à-dire ils ont pris des images générées par DALL-E 2 et ensuite ils les ont animées avec un autre tool, enfin un autre outil AI qui s'appelle DID, pour le coup je connais pas, et c'est extrêmement moche. Voilà, je le dis tout de suite, c'est vraiment extrêmement moche. J'ai pas réussi à le voir. Très honnêtement, sur YouTube. C'est le lien moche. Ah pardon. Non, c'est le lien. C'est le lien moche. Ouais. Sur YouTube, tu vas voir, c'est absolument dégueulasse. Et je suis assez content que,
en fait, c'est une Française qui a récolté le prix Nikon avec sa propre interprétation d'un truc qui était beaucoup plus court, mais qui est largement plus réussi. Frost, ça s'appelle, c'est vraiment très très moche. Bon, voilà, finalement, c'est marrant parce que il y a Gen 1 et Gen 2 qui sont désormais donc disponibles enfin, comment dire, qui sont disponibles pour tout le monde, quoi. Alors, Gen 1, c'est le vidéo to vidéo, et ça permet d'ailleurs de faire des vidéos virales où des mecs se filment en changeant complètement, enfin, tu vois, ils changent complètement d'apparence, ils changent complètement d'environnement comme ça d'un claquement de doigts. C'est des vidéos qui tournent beaucoup, ça, qui est fait avec Gen 1 et Gen 2 qui est désormais utilisable aussi, qui permet carrément de faire du texte to vidéo, voilà, et qui est limite meilleur que ça. Donc ça évolue doucement. Frost, à mon avis, c'est complètement nul, mais bon. Donc voilà, c'était juste un exemple comme ça. Mais il y a un truc, par contre, il y a une vraie nouveauté qui va te faire plaisir, je pense, dans le monde des télévisions. Est-ce que tu veux une TV gratuite ? Forcément, je pense pas. Il y a un loup derrière. Je le sens venir. Est-ce que tu veux une télé double écran gratuite ? Ah, ça, oui, mais complètement. Voilà, mais tu m'intéresses. Est-ce que tu veux une télé double écran gratuite dont le deuxième écran t'affiche des pubs ? Bon, je sais pas du coup. Tu as refroidi mes ardeurs. Parce que c'est Teli, c'est ça, Teli, T-E-2-L-Y. C'est une télé de 4K, c'est une télé 4K de 55 pouces, hein, qui veut être la télé du futur, mais qui veut même être le futur de la télé, en fait. Parce qu'il faut imaginer une télé de 55 pouces, assez lambda, avec un écran en dessous. L'écran fait toute la longueur fait toute la largeur de l'écran, hein, donc voilà, t'as un petit écran dessous qui fait toute la largeur, mais qui est à peu près un quart de la hauteur. Donc ça fait une télé qui est un petit peu plus haute, avec un écran secondaire dessous. C'est un écran qui est tout en longueur, qui affiche donc diverses informations utiles, comme le programme télé, des news, des widgets, mais qui peut aussi afficher des pubs, en petit bandeau ou en gros pavé. Donc la télé a aussi une caméra qui peut être utilisée pour de la visio, c'est une Smart TV, évidemment, hein, voilà, et elle exécute un Android custom, et elle est gratuite si tu acceptes d'avoir des pubs et d'envoyer plein de données de télémétrie. Évidemment. Mais je te vois venir, Guillaume. Je suis sûr qu'ils n'ont pas pensé à une astuce qu'on va proposer. C'est celle d'installer un masque devant l'écran du bas publicitaire. Eh ben oui, vous dites sans doute que sur l'écran du bas, si tu le débranches ou si tu le couvres, ça va aller. Ben non, parce qu'ils y ont pensé. Les deux écrans marchent ensemble, donc tu peux pas débrancher l'un sans débrancher l'autre. Ensuite, il y a trop d'informations et d'éléments d'interface qui apparaissent uniquement sur l'écran du bas pour que la télé puisse s'utiliser confortablement si tu le caches. Alors, ironiquement, le fondateur de Télé... C'est très Télé... ingénieux. Hein. Ils sont pas cons. Hein. Et bon, le fondateur estime que son concept est en progrès, en fait. Tout simplement parce que la plupart des appareils et des services récoltent et partagent tes données, en tout cas aux États-Unis. Et ils le font discrètement, sans trop le dire, comme ça. Et alors là, Télé le fait au grand jour, il te le dit, et il te récompense avec un gros cadeau en forme de télé. Donc c'est toi le produit, au moins c'est clair. Ouais, c'est exactement ça. Et alors, est-ce que vous seriez tenté par une télé sponsorisée par la pub ? C'est tellement un truc que je me refuserais de manière absolue. Déjà que j'ai du mal à m'abonner à des services où il y a de la pub ou à consulter des services où il y a de la pub encore aujourd'hui. C'est un luxe de consacrer un budget à des abonnements pour les payer plus cher et avoir moins de pub. Et c'est parfois déroutant d'ailleurs de se poser la question. Mais alors, installer un appareil qui afficherait... Tu vois, ça me gênait moins avec de la pub sur les Kindle. C'est Amazon qui proposait et qui propose toujours, je crois, des Kindle moins cher si tu acceptais que l'écran de veille quelque part soit une publicité. Franchement, le côté invasif de cette publicité sur un appareil portable est pas dérangeant. Là, t'es quand même en train d'exposer potentiellement un contenu publicitaire permanent et supplémentaire chez toi, à ton intérieur et auprès de toute ta famille. Bof, pas pour moi. Guillaume, on va terminer. Justement, on parlait des abonnements, notamment, je pense évidemment à Netflix qui proposait des abonnements avec publicité pour être facturé moins cher, plus accessible. Ils ont aussi fait une grosse vague de réaménagement de la manière dont on peut partager les comptes Netflix. La communication a été largement faite et c'est peut-être intéressant maintenant de se poser la question de est-ce que ça marche ? Parce que finalement, peut-être qu'on pourrait se dire aussi que les gens sont massivement déçus de ce geste de la part de Netflix auquel ils nous avaient habitués, celui de partager notre compte. Est-ce que les gens se sont détournés du service ?
Eh ben oui, ça marche. Et oui, la menace, ça marche. On peut le dire. Parce qu'effectivement, Netflix, donc juste après le 23 mai, a enregistré une hausse, enfin, il a doublé carrément le nombre d'inscriptions quotidiennes qu'il a, et donc qui ont eu un pic à 73 000 aux États-Unis. J'en étais certain en plus. Et voilà, et si on fait la moyenne sur 60 jours, aussi, il a des pics voilà, en gros, ça marche très bien. Il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent, en fait, que de gens qui se désabonnent, et donc ils sont en net positif, et ben oui, tout simplement, ça fonctionne. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne pour le coup. Tu vois, j'aurais été très étonné si jamais ça n'avait pas rempli ses objectifs, parce qu'en fait, quand bien même c'était cautionné sous l'angle de la connivence avec Netflix, le fait de partager son compte, ça restait quelque chose qui semblait pas complètement officiel, et ça a paru finalement au plus grand nombre, assez légitime qui reviennent en arrière, même s'il y a un côté un peu vexant et un peu pas très cohérent dans leur discours sur le long terme. Et donc les gens ont trop envie d'avoir leur contenu sur Netflix. Que fait-on, Guillaume, pour avoir autant de temps à consacrer? C'était un peu ma réflexion de ces derniers temps et on l'abordait brièvement pendant l'épisode hebdomadaire. Comment est-ce qu'on fait pour absorber autant de contenu avec tous les jeux vidéo, toutes les séries, tous les films qui sortent en permanence, les livres et tous les divertissements qu'on peut avoir au quotidien? Je trouve ça fou. Mais il faut c'est de la discipline. Absolument. Un peu de discipline, voyons. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta discipline dans la préparation du conducteur de cet épisode supplément de Tech Café. Vous avez un aperçu très complet de ce qui se passe dans le monde de la tech, et en plus, on vous a délivré ça dans un format agréable à entendre, à transporter et à consommer en une fois ou en plusieurs parties, pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites du bricolage, de la cuisine, du ménage ou que sais-je. Donc, évidemment, merci d'être toujours nombreux à écouter les épisodes de Tech Café. Si jamais vous voulez aller plus loin qu'une simple écoute, vous le savez, vous pouvez aller commenter les articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr. Vous pouvez aller déposer des étoiles et déposer des avis sur les apps de podcast, qui permet au plus grand nombre de se rendre compte de la qualité de cette émission. Et puis, si jamais le cœur vous en dit et que vous en avez la possibilité, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour savoir comment contribuer financièrement à la hauteur de vos moyens à la diffusion de ce podcast. Guillaume, dis-nous enfin dans cet épisode supplément où on peut te retrouver. Peut-être sur Group, parce que je crois que je vais adopter une stratégie proactive à la sextorsion, tu vois. Je vais faire plein de fausses vidéos porno de moi, toutes plus atroces les unes que les autres, comme ça, si un hacker me dit « vas-y, j'ai ça sur toi », je pourrais toujours lui redire « de toute façon, moi j'ai bien pire, regarde ». C'est une bonne idée, mais je crains que l'exercice soit toujours un petit peu douloureux à constater, tu sais, pour vérifier si toutes les vidéos générées sont de qualité. Et je suis sûr que ce sera de plus grande qualité cinématographique que Frost. Effectivement, je regardais, ça fait très image d'illustration, tu sais, pour des intros de jeux mobiles de bas niveau il y a quelques années. Non, Frost, c'est vraiment pas très beau. Bon. C'est limite c'est presque rassurant dans une certaine mesure. C'est vrai. On en est, tu te rends compte, toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, on en est à se rassurer quand les outils ou les services font des résultats bof. C'est assez remarquable, l'ère dans laquelle on est. Allez, on continuera à parler tout ça dans de futurs épisodes de Tech Café, donc évidemment, abonnez-vous. Et d'ici là, on vous dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.